présenter Serge Laclé, professeur titulaire ici au département de psycho-éducation. Il a fait son bac et sa maîtrise, puis il est allé faire son doctorat à l'Université et de Lausanne. Avec Piaget. Avec Piaget. Ouais. Aujourd'hui. Et il s'en est remis. Et aujourd'hui, M. Laclé va nous parler de fraude quantique. Bien. Ça fait quand même bizarre de parler de fraude scientifique en sciences. Parce que, écoutez, non, par définition, on essaie de travailler pour découvrir la vérité, et il y en a qui fraudent. Bon, évidemment, à côté des avocats, des comptables ou des politiciens, on est des anges de pureté. Cette phrase a été prononcée d'ailleurs dans un colloque où je parlais à des avocats. Ils m'ont plus rien dit. Ça a été terminé. Bien. Alors là, la science était au-dessus de tout soupçon. Vous avez compris que la réponse est non. Hein? Malheureusement. Alors, je pèse sur un piton. Voilà. Le club des fraudeurs connus en bio. Restez calme avec Darwin. D'accord? Ceux qui sont là, c'est qu'il y a eu des publications où des accusations formelles ont été portées. Bon. Est-ce que, dans certains cas, l'accusation maintenant sera encore portée? La réponse est non. C'est-à-dire, dans certains cas, il y en a un, où est-ce qu'il est? Je ne le retrouve pas. Voyons. Ah, non. Enfin, il y en a un qui c'est tout récent, c'est tout récent qu'on a décidé qu'il n'était plus fraudeur. Hein, donc, pour différentes raisons. Des réanalyses des résultats, etc. Alors, ce serait gentil de votre part, s'il y en a qui en connaissent d'autres, hein, de me les signaler. Voilà. Alors, ça c'est notre dernier en date, là. Bien. Bon, là, je vais vous dire quelque chose que vous savez déjà. Histoire de se rappeler que l'idéal de la science, les normes de... Je vais me mettre ici comme ça. Les normes de Merton. Est-ce que vous connaissez les normes de Merton? Non! Ben non, on ne peut pas faire de la science sans connaître ça. C'est pas vrai. Non, vous me charriez, là. Non? On peut connaître les normes sans savoir qu'elles viennent de Merton. Merci, madame. C'est très rassurant. Alors, Merton, donc, la première règle, c'est l'universalisme. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que la vérité, la véracité d'un énoncé scientifique est distincte des caractéristiques personnelles du chercheur. Autrement dit, je peux avoir des cheveux frisés ou raides, des cheveux blonds ou roux, ça n'a rien à voir. Hein, c'est un autre exemple qui est très intéressant, c'est P plus petit que 0.01, que je sois en Zambie du Nord, en Amérique du Sud ou à Chibougamau, ça veut dire la même chose pour tous les chercheurs. Donc, voyez-vous, ce sont les mêmes faits. Le deuxième, le partage de l'information, implique que tous les résultats de recherche sont publics et par conséquent disponibles, visibles et accessibles pour fin de vérification. Je vous annonce tout de suite, même si ça ne vous concerne pas, que je suis actuellement bloqué dans la publication de résultats sur l'intelligence parce que les résultats pourraient créer un petit scandale ou que les gens n'aimeraient pas avoir ces résultats-là. Alors, en ce qui me concerne, je considère que c'est une bonne nouvelle. On ne le répète pas. Il y a 10 ans, le QI entre les Blancs et les Noirs était de 15 points. Bonne nouvelle, il est réduit à 8 points. Donc, ça se rétrécit. Quelle bonne nouvelle. On ne sait pas, par contre, si c'est les Blancs qui baissent, si c'est les Noirs qui montent. Je pose l'hypothèse que c'est les Noirs qui montent. Et là, actuellement, le premier responsable de ces données-là me dit non, Serge, tu ne peux pas publier ça, ça n'a pas de bon sens, etc. Alors, voilà, je vais faire une autre conférence et je vais demander aux gens de voter après sur le sujet. Ça va être intéressant. Mais leur vote ne voudra rien dire, mais quand même. Bien. Le scepticisme organisé, écoutez, on est encouragé à critiquer le travail des collègues.
y a-t-il plus jouissant pour un professeur qu'un étudiant qui allait dire, monsieur, j'ai lu votre article, vous avez fait une erreur majeure. Oh, c'est extraordinaire, non? Alors, si quelqu'un fait ça avec mes travaux, je fais immédiatement une fête. Parce qu'il vient de me démontrer que je me suis trompé. Et que je m'approche de la vérité, puisque c'est faux ce que j'ai fait. Donc, vous ne devriez pas vous gêner pour critiquer les travaux des professeurs. Pas dire, bon, moi je pense que, là, non. Les opinions, on s'en fiche complètement. Hein? Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les faits. Dûment démontrés. Je vais en parler d'ailleurs à Donald Trump bientôt. Le quatrième élément, c'est le désintéressement. Bon. Le désintéressement présume que le travail du scientifique est guidé par le désir d'accroître les connaissances et non par le désir d'assouvir les intérêts personnels ou celui d'obtenir des récompenses. Blablabla. Bla, bla, bla. Bon. Soyons clairs, hein, si on est pour le développement de la connaissance, on carbure quand même à la reconnaissance. Hein. On veut être reconnu, le meilleur exemple, c'est les publications. On vise à publier dans des revues qui ont de la vie. Ça va? Hein, je pense que je ne vais pas vous convaincre de ça. Et il y a une autre qualité, ah oui, non, ça va. À la suite de Merton, parce que Merton a eu des étudiants, ils ont proposé trois principes supplémentaires. La tolérance envers les idées nouvelles et les scientifiques dissidents. On est d'accord là-dessus. Hein? Là, je ne parle pas des pseudosciences ici. Là, hein? Des fois, on me reproche quand je critique les pseudosciences ou le paranormal, vous n'avez pas l'esprit ouvert. Et je leur réponds tout le temps, faisons la distinction entre un esprit ouvert et un esprit troué. Hein? Parce que l'esprit, il y a une nouvelle idée, ça passe, puis il n'y a pas de filtre. Donc ça c'est pas intéressant. Il y a le deuxième élément, la reconnaissance publique des erreurs. Je ne comprends toujours pas pourquoi un politicien qui fait une erreur doit démissionner. C'est de la niaiserie, c'est un incitatif au mensonge. Alors c'est tellement plus simple de dire « je me suis trompé ». C'est tellement plus raisonnable. Hein? Et les gens qui ne font pas d'erreur, ce sont des gens qui font rien. Hein? Donc, faire des erreurs, c'est une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle. La reconnaissance des travaux antérieurs dans le processus de la découverte, bien sûr, hein? On reconnaît ce que les autres ont fait avant nous. Pas toujours, hein? Pas toujours. Il y en a qui réussissent à ne jamais citer les travaux anciens. Oui, le Python, il est là. Ah, ben, c'est un petit résumé de la chose, hein? Dans un tableau de Gingras, Yves Gingras. Pardon? Communisme. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de parler du communalisme. C'est communisme, mais j'aime pas ça. Mais comme c'était directement relié dans le graphique de Gingras, je ne l'ai pas changé. Hein? Alors, ça va? Bien. Voilà. Ah oui, les mécanismes de régulation, ça, vous connaissez ça, hein? En science, on a deux bons mécanismes de régulation. C'est le contrôle par les pairs, PAIRS. Donc, quand on soumet un article dans une revue scientifique, on postule que l'éditeur va le soumettre à des experts sur le sujet. Bon, sauf si on est en psychanalyse, ça devrait être des experts. Il faut beaucoup de jeux de mots, et souvent des jeux de mots des jeux de mots. Alors, vous êtes au courant de ce que Françoise Dolto, célèbre psychanalyste, a écrit pour les enfants qui avaient des problèmes de lecture. Elle a dit, ces enfants, chers enseignants, c'est qu'ils confondent le lit conjugal et le verbe lire. Et donc s'interdisent l'inceste en n'apprenant pas à lire. Madame Dolto, je vais vous faire le même jeu de mots en chinois, en russe et en japonais. Non, alors taisez-vous. Je comprends pas qu'il n'y a pas un Français qui lui a demandé de se taire avec ces niaiseries-là. Mais remarquez que c'est quand même drôle. Hein? C'est des bons jeux de mots. Bon, enfin, le contrôle par les pairs. Et là, lors des demandes de subventions, lors de la soumission d'articles dans des revues scientifiques, je ne connais pas de profession aussi évaluée. Les étudiants nous évaluent, même si ça ne donne rien. Quand on soumet des articles dans des revues scientifiques, on est évalué. C'est sans arrêt.
C'est sans arrêt. Alors, quelqu'un qui a la pointe pas assez dure, il a intérêt à changer de job. Je connais un collègue que je ne nommerai pas, dans un autre département que je ne nommerai pas, qui ne veut jamais être premier auteur parce qu'il ne peut jamais recevoir les critiques. Et il y a encore professeur. Soit c'est un masochiste, je ne sais pas, mais c'est ça. Bon. L'autre mécanisme, la reproduction des résultats, hein, c'est un grand thème. Hein. En science, un fait n'existe pas s'il n'a pas été reproduit. Qui a dit ça? Karl Popper. Vous connaissez Popper? Le critère de réfutabilité. Hein? OK, parfait. Ça, on peut poursuivre alors. Si vous connaissez Popper, qu'est-ce qui apparaît? Kuhn. Ah! Vous connaissez Kuhn aussi? La structure des révolutions scientifiques? Oui? Oui. Oui, vous le connaissez. Alors, Kuhn a écrit comment fonctionne la science. Hein? Je ne vous ferai pas le détail parce que, voyez-vous, source inconnue. Donc, c'est un plagiat. C'est quand même la fun, non, de dire qu'on peut plagier comme ça, là. Alors, source Internet à quelque part. Hein, Alors, ben, bon, la science normale, là, on adopte un paradigme, une façon de faire. Il y a des anomalies qui se présentent, il y a une crise qui s'impose, puis là, il y a la naissance d'un nouveau paradigme et ça continue. Vous avez la chance d'être en biologie. Vous, les paradigmes, là, peut-être que je vais dire une énormité, mais vous me le direz. Vous avez la chance d'avoir des paradigmes relativement clairs. C'est-tu exact? Ouais. En tout cas, en sciences humaines, c'est le bordel total. Hein. On peut dire à peu près n'importe quoi. Et on dit non, je suis un peu découragé, mais ça, c'est mon problème à moi, là. Bon. Alors, je passe vite ici pour qu'on puisse parler de Freud tantôt. Ah, hey, qu'est-ce qui s'est passé avec Popper? Il était censé être de l'autre côté, mais bon. Alors, le critère de réfutabilité de Popper, vous le connaissez, mais je ne peux pas m'empêcher quand même de lire ce qui est écrit. Et probablement le meilleur critère reconnu par la communauté scientifique pour juger du caractère scientifique d'une théorie. Selon Popper, on doit tout faire pour démolir nos théories. Et si elles résistent, c'est qu'elles sont temporairement non fausses, ou on a temporairement raison. La science étant biodégradable. Hein? Bon. Et quand quelqu'un nous démontre que l'on se trompe, qu'est-ce qu'on fait? On fait la fête! On fait la fête! Oui? Parce que si on me démontre que je me trompe, cela signifie que je m'approche de la vérité. Voyez-vous, c'est une façon d'être que le commun des mortels a beaucoup de difficultés à comprendre. Hein? J'ai publié en 2013 un article qui montre que Mère Teresa était une fumiste, vraiment une fumiste, que tout ce qu'elle a dit qu'elle faisait était faux. Et évidemment, ça a créé il appelle ça un virus. Là. On a reçu des courriels de partout dans le monde, et pour la plupart des courriels haineux. Évidemment. Alors, j'ai demandé à une assistante de répondre. Bon, quand je reçois un courriel, je me dis, bon, j'ai bien reçu votre courriel, je vous en remercie, je comprends bien votre réaction. J'ai eu sensiblement la même quand j'ai pris connaissance des faits, j'ai été heurté. Alors, je vous envoie le texte, tel qu'il a été publié dans la revue Science, Just Studies, je ne sais pas laquelle, là, c'est une revue bilingue. Et si vous me démontrez que je me trompe, je fais des excuses publiques. Réponse. La moitié ont répondu. De cette moitié, la moitié en disant, de toute façon, vous êtes un truc cul. Ça règle le problème. Je le savais déjà, alors. J'ai rien appris, là. Par contre, l'autre moitié, particulièrement des Français, écoutez, c'était très drôle. Écoutez, et si jamais un professeur d'université aurait daigné répondre avec autant de gentillesse, de courtoisie et de rapidité, bon, écoutez, là, il s'excuse d'avoir été bête, etc. C'est drôle quand même. Hein? Les services de sécurité de l'Université de Montréal sont venus à mon bureau pour me demander si j'avais
des craintes. Bien sûr que non, les seuls qui pourraient m'attaquer, c'est les croyants. Et leur religion leur interdit. Mais les pauvres agents étaient convaincus que j'étais en danger. Alors, si vraiment on veut vous attaquer, on lui dit, écoutez, vous avez dit qu'il y a un autre Serge Larrivée dans le pavillon. Alors, c'est que c'est peut-être lui. Et devant leur insistance, je leur ai dit, écoutez, je vais adopter une variante de la technique du petit bonhomme. Alors, quand quelqu'un m'attaque sur la rue, je me mets immédiatement en petit bonhomme si je n'ai pas le temps de me sauver. On ne frappe pas quelqu'un qui est en petit bonhomme. C'est pas essayez-le, vous allez voir. Et, alors, ma variante, c'était je vais me coucher sur le dos. Voilà. C'est pas quelqu'un qui est à terre déjà. Ça n'a pas de sens, ça, là. Mais j'ai pas eu le bonheur de faire ça parce qu'il n'y a personne qui est venu. Bon, allez, un peu de sérieux. Bon, enfin, parlons fort d'un peu, là. Hein? Des comportements non intentionnels, avec communément erreurs, des comportements fraudulents. Puis, il y a une chose que j'avais, quand j'étais jeune, en 93, publié un livre sur les fraudes, et je distinguais à l'époque les erreurs ou les comportements non intentionnels. Ça, il faut rester calme avec ce genre de chercheurs-là. C'est pas de leur faute. Là. Ils ont fait une erreur, puis ils tiennent tellement à leur théorie qu'ils ont de la misère à s'en séparer. Donc, ils ont un attachement émotif à leur théorie. Puisque Milton ne sera pas content ici. Hein? On ne doit pas avoir d'attachement émotif à nos théories. Hein? Donc, c'est pour ça que si quelqu'un nous démontre que l'on se trompe, comme je vous dis, on fait l'affaire. Hein? Hein? Bon, ça va? Les comportements frauduleux intentionnels, j'y arrive dans 8 secondes, et des pratiques discutables dites de zone grise, celles-là, vous allez voir, c'est particulièrement vicieux. Parce qu'on est tous pognés là-dedans. On y va. Python. Et je suis rendu beaucoup trop loin. Pourquoi? Communément appelé erreur, oui, d'accord. Puis après, c'est. Mais voyons donc. Ah oui, c'est ça, non, excusez-moi. Là, vous avez un bel échantillon de mon déficit d'attention. Si j'étais enfant maintenant, j'aurais tous les hugs à mes 3 sortes de pédagogues, l'incroyable hug, tous. Ça serait. Mais je suis né avant, je suis très content. Bon, là, voilà, c'est ça. Donc, c'est des erreurs, des fois, qui sont pas de. Il y a celle-là, par contre, qui me travaille le biais de confirmation. Hein? On est tous portés, il faut se méfier de ça, à s'organiser pour démontrer que l'on a raison. Alors, c'est pas ça qu'il faut faire en science. Vous savez, il faut tout faire pour démontrer qu'on se trompe. Mais c'est pas naturel à l'homme. Alors, j'ai vu les femmes ici, bien sûr. Donc, c'est. Ah bon? Bon. Donc, bref, c'est des erreurs de bonne foi. Je vais plus loin. Fabrication de données, falsification de données et plagiat. Bon. La falsification de données, la fabrication de données, les données n'existent pas, je les invente. Ça n'a pas besoin de subvention de voyage, c'est beaucoup moins fatigant. Hein? Au moins, j'ai l'échantillon que je veux avoir. Hein? Je les fabrique. Deuxième, la falsification de données. Les données existent, mais elles ne me plaisent pas. Donc, je les arrange à ma manière. C'est pas fin faire ça. Et le troisième élément, le plagiat. Comme c'est trop difficile d'écrire les articles, je prends l'article d'un autre, je change le début du premier paragraphe, j'enlève le nom, j'invente une université et je le soumets dans une revue obscure. Comme ça, le recordman, je pense, c'est Al-Sabti en physique. 71 plagiats, comme ça, je pense. Je ne suis pas sûr. Avant qu'il se fasse pogner. Bon, d'accord. Non, ça, c'est des gros cas. Hein, c'est des gros cas. Voyons voir ce qui suit. Ah, pour la rétraction, oui. Ça, c'est intéressant parce que
rétraction. Quand il y a une fraude qui est détectée, c'est ça, ou que quelqu'un s'est rendu compte qu'il s'était trompé, ben, il envoie une lettre de rétractation à la revue. Et donc, c'est des articles pour plagiat entre 1972 et 2012 dans la littérature biomédicale, en fonction des pays. Alors là, vous avez compris, ça va être difficile pour vous, mais je vais vous le dire, Chine, Inde, Japon et Corée du Sud sont responsables de plus de la moitié des rétractations pour plagiat dans le domaine biomédical. En Asie, on y va, on fraude. Et la journée où les Chinois vont arrêter de frauder, peut-être qu'on devra laisser l'anglais pour se mettre au chinois. Mais ça, c'est pas demain la veille. Alors, vous avez compris qu'eux, ils ont une pression encore plus forte que nous autres. Hein? Donc, ça y va. Savez-vous, Mathieu, c'était en valeur absolue ou relative? C'est un pays qui publie un biomédical qui a une grosse pointe de partie, c'est divisé par le nombre de publications. Non, ça c'est là, c'est absolu. OK, donc comme plus de Chinois, ça fait. Ouais. Là, ici, c'est par, j'imagine, institut d'affiliation. Et non pas par nationalité, parce que Non, c'est par pays. quand je vois dans mon domaine, en neurosciences, là, la majorité des articles sont rétractés proviennent d'une université américaine, mais les auteurs ont des noms chinois. Non, ici on parle de pays. C'est ça. Ici, ouais, là oui. Oui. Donc, les institutions. Ouais. Ça va? Bon, voilà. On arrive aux pratiques discutables en zone grise. Hein? Ah! Bon. De l'open access aux revues rédactrices. Bon. Je ne vais pas à vous apprendre que l'open access, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas non plus à vous apprendre qu'il y a énormément de fausses revues qui se sont donné des noms internationaux et qui, dans le fond, il n'y a pas de soumission au processus d'évaluation par les pairs, dans la mesure où vous payez, vous êtes publié. Aussi niaiseux que ça. Le problème, c'est qu'il y a des revues en open access que tu payes et qui sont vraies, c'est des vraies bonnes revues. Et comment on va faire la distinction? Il y a des gens qui ont mis sur pied des moyens pour distinguer des choses. Moi, j'ai pris comme habitude de ne jamais soumettre un texte dans une revue parce que je dois payer. Si eux veulent me payer, je veux bien me payer. Est-ce que c'est peut-être parce que je suis vieux que je raisonne comme ça? Si j'étais un jeune prof, peut-être que je serais plus souple par rapport à ce genre de choses, mais bon, c'est... Chose sur les pédatrices, je ne pense pas que les pédatrices, c'est pas évident. Oui, c'est-à-dire que les sièges sociaux sont dans des pays comme ça, donc autres que... Mais c'est très compliqué. Il y a seulement des revues prédatrices. Il y a des livres qui sont multi prédateurs. Le nombre des réunions comme ça. Oui, l'année dernière, j'avais un congrès à Paris, je me suis fait voler mon inscription par des fraudeurs. Et, finalement, le congrès a insisté que je maintenant, je ne me rappelle pas, voici les reçus de la banque, tout le monde que j'ai bien payé, ça va. Mais, le fraudeur a essayé encore de me pogner. Et là, j'ai envoyé un beau courriel. Il dit, écoutez, j'aimerais vous féliciter. Vous êtes extrêmement habile et surtout, une qualité de français extraordinaire, ce qui est très rare chez les fraudeurs. C'était la fin des courriels de ce monsieur, ou de cette madame. Enfin bref. Bon, OK. Qui va signer quoi et dans quel ordre? La multi-signature. Bon, hein, le nombre d'auteurs par article gonfle comme de la cellulite. Hein, c'est vraiment c'est sans arrêt. Bon, dans votre domaine, le premier auteur, c'est celui qui a travaillé le plus, et le dernier, c'est... Dans ses projets. Puis le dernier, c'est le directeur. Celui qui a une subvention. C'est ça, OK. Bon. En médecine, c'est comme ça aussi. Chez nous, non. En sciences humaines, non. Mais bon, moins en tout cas. C'est pas comme ça. Mais là, on a un problème parce que comment on fait pour savoir que tous les gens qui signent ont vraiment collaboré? Pardon? Les revues demandent d'expliquer la participation. Bon, ça, c'est une des façons de faire, comme au cinéma. Comme au cinéma, hein, où on met qui a fait quoi.
mais c'est pas si clair que ça. Les co-signatures honorifiques, aussi, ou les auteurs fantômes, un renvoi d'ascenseur, voilà, ça peut arriver aussi, qu'un collègue dise, je vais mettre son nom parce qu'il m'a aidé pour telle affaire jadis quand même. Les auteurs oubliés, on peut oublier des fois un auteur. Moi, dans ma carrière, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Quand je faisais partie de la grosse équipe du GRIP, là, à 2 reprises, j'ai demandé que mon nom soit enlevé. Là, le directeur du département, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Il dit, Charles, je n'ai pas assez travaillé sur ce texte. Tout ça. Il dit, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez idée, ça a augmenté ma liberté aussi. Parce que moi, je n'étais pas muselé par le directeur. Je pouvais dire ce que je pensais vraiment. Parce que j'étais capable d'enlever mon nom. Et voilà. Alors, l'ordre des auteurs, ça aussi, c'est compliqué, Qui vient en premier, ensuite premier, deuxième, troisième, il y a des universités, je me souviens, pour ne pas la nommer, l'UQAM, une collègue avec qui j'avais travaillé était 4e auteur dans un texte, et elle me demande, elle dit, Serge, est-ce que je pourrais être 3e auteur? Parce qu'ici, chez nous, si on est plus que 3e auteur, ça n'a pas de 3. Je dis, écoute, je vais vérifier avec le 3e auteur, s'il est prêt à changer de place. Et le 3e auteur, qui était une étudiante qui n'en avait rien à faire, je dis, ben pourquoi pas. Et vous voyez à quel point ça peut occasionner des magouilles pour l'ordre des auteurs. J'avais juste, peut-être, j'espère que je l'ai mis. Ah voilà, elle est là. Winston. Une vieille affaire de Winston. Il dit, voyez-vous, il donne une série d'opérations, puis il donne des points. OK? Et ça fait un total de 312 points. Et les points sont attribués sur la base du temps consacré aux différentes opérations. Puis ici, pour les Q, c'est les points attribués à partir de critères qualitatifs. Et là, on s'entend dans le laboratoire à partir de combien de points un individu peut avoir son nom comme auteur, comme co-auteur, ou simplement remercier en note de votre page. C'est un nommé Winston en 85. C'est une vieille affaire, mais que je trouve qu'il y a plein d'allure, parce que c'est opérationnalisé et ça nous permet d'éviter des problèmes. Bon. Alors, je pitonne. L'effet chrysalide, ou l'embellissement des données. Ça ressemble un peu à la falsification de données. D'accord? Donc, l'effet, c'est je propose des hypothèses a posteriori. Quand je vois mes résultats qui infirment mes hypothèses, je pose d'autres hypothèses qui vont permettre de confirmer les résultats que j'ai. Parce que les revues, malheureusement, ont tendance à publier les résultats qui marchent. Ça, c'est dramatique. Il y a énormément de résultats où les hypothèses sont infirmées si on s'en tient à notre protocole. En tout cas, en sciences humaines, il n'y a pas grand-chose qui marche. Donc, on devrait voir. Ça va? Est-ce que tu rentres le P-hacking là-dedans? Pardon? Le P-hacking, la tendance à... Qu'est-ce qu'on était? Non, ça c'est le contraire. C'est tripoter les résultats pour qu'ils correspondent aux hypothèses. On s'organise pour avoir des résultats, on les tripote pour que ça arrive avec. C'est nono. C'est pas une bonne idée. Moi, je dirige une revue qui, en parenthèse, en toute humilité, a le plus gros tirage au monde pour une revue en sciences humaines en langue française. On tire à 5000. In French, yes. Et dans la politique éditoriale, j'ai clairement dit, je vais privilégier les résultats négatifs. Les hypothèses infirmées. Est-ce que ça change quelque chose dans la soumission des textes? Rien du tout. Une recherche à peu près tous les 20 ans. Il y a des résultats qui sont négatifs. Alors que là, il y en a beaucoup plus. C'est clair. Donc, c'est ça, le arcing, l'hypothèse,
s'agit de formuler une ou des hypothèses pour qu'elles correspondent aux résultats de la recherche. Manipulation d'images, les 4 revues ont environ 20% des articles au processus d'organisation avec des manipulations d'images en biologie, entre autres. Mais seuls 1% des manipulations ont conduit au rejet des manuscrits. Qu'est-ce qu'on a après? Des pratiques discutables en zone grise, cette fois-là, à propos des résultats. Ah ben oui, j'ai des résultats, puis j'en sélectionne, je sélectionne uniquement ceux qui fit avec mes idées préconçues sur le sujet. Et évidemment, je m'organise pour passer sous silence ceux qui sont négatifs. Comme tantôt, je vais vous dire une chose là-dessus. Là, en fait, puis je privilégie, les résultats qui marchent. C'est plate. C'est que les chercheurs le font parce que les revues le font. Hein? Et utilisation de tests statistiques inappropriés, je ne sais pas si dans en biologie c'est fréquent, mais en sciences humaines, bon, d'accord. À propos des publications encore, la suite. Soumission multiple. Je pense que c'est un comportement qui n'existe plus. Autrement dit, j'ai un article, puis je le soumets à plusieurs revues en même temps. Je pense que ça ne se fait plus. Ça s'est fait pendant des années, mais maintenant c'est une entente entre nous. Ça ne se fait plus. Ça va? Les publications trop rapides. Là, j'ai les promotions qui s'en viennent, alors j'ai besoin de publier chaque an. Donc, je peux en faire des publications trop rapides, et ce qui occasionne souvent des publications incomplètes. J'ai pris une partie des résultats, alors ça aurait été plus fort si j'avais tous les résultats. L'absence de publication, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait là, ça? Est-ce que vous pouvez m'éclairer? C'est mon assistante qui a dû me mettre là, juste pour m'éclairer. Pas publier quelque chose qui va à l'encontre de la communauté. Ça a de l'allure. J'achète. Donc, c'est ce que madame vient de dire. Absence de publication. Merci. Le fractionnement des données pour augmenter le nombre de publications. Dit autrement, on appelle ça des publications salami. Vous avez déjà entendu parler de ça? Salami, hein? Comme un saucisson, on fait des petits articles pour que ça nous fasse plus de publications. C'est pas en soi méchant quand la pression est qu'il faut peut-être plus de publications. Mais en même temps, ça engorge les banques de données, puis bon, on aurait pu mettre ça tout dans le même paquet. Hein? Dit autrement, le LPU, je parle ou PTQP, petite quantité publiable. Hein? Bon. Mais oui, c'est pas des grosses affaires, hein? Et là, qu'est-ce qu'on a? À propos du plagiat. Ah oui, bon. Voilà. On a évidemment le plagiat classique, ouais, hein, dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres types de plagiat qui s'échelonnent sur un continuum de gravité. Ça fait bizarre, ça. Attendez un peu. Pourquoi c'est comme ça? Ah, ça va, ok. Merci. Mais qu'est-ce que ça fait? Voilà. À propos du plagiat. Ah, ça c'est la suite. Donc, il faut que j'aille avant. Pourquoi il y a ça? Hein? Je recule encore? Oui, avant. Ah ben oui, c'est bon, merci. Oui, vous avez le droit de rire. Vous savez que dans mon enseignement, je n'utilise pas de PowerPoint. Encore des acétates. Alors, les étudiants qui j'enseigne encore pourront dire à leurs enfants, j'ai connu un prof qui enseignait encore avec des acétates. C'est intéressant, non?
Certains m'ont dit qu'ils en avaient marre des PowerPoint. C'est drôle, non? Bien. Donc, à propos du plagiat. Bon. La paraphrase abusive. Hein, c'est-à-dire que je ne copie pas tel quel, mais et Internet nous aide là-dessus, hein, de façon extraordinaire. On va chercher des trucs sur Internet. Bon, on change un mot ou deux. Ça va? Hein, c'est bon. Le plagiat de traduction. Alors, je traduis intégralement, puis voilà, c'est le problème qui est réglé. C'est pas si clair que ça. En fait, je n'ai pas le droit ce qui serait honnête, ce serait de mettre le petit mot anglais en note de votre page, bon, et traduire. Mais, hein, le vol de paternité, ben là, c'est-à-dire que je m'attribue des trucs qu'un autre a fait, alors sans, je tiens sa mort, on travaille proche ensemble, différentes raisons. Le vol de paternité, entre collègues et entre maître et élève, entre collègues, lors des demandes de fonds, lors des publications. Écoutez, un jour, j'avais fait, ma spécialité, c'est l'intelligence humaine, j'avais fait une synthèse des travaux sur la pensée abstraite, des programmes d'apprentissage pour voir la pensée formelle dans le cadre de la théorie culturelle. Et vraiment exhaustif. Alors, quand j'ai soumis l'article, je n'ai pas mis la liste de références. En disant que si le texte est accepté, j'ajouterai la liste de références. Parce que cette liste-là était une mine d'or à cette époque-là. Vraiment, j'avais réussi un tour de force en toute humilité. Et l'éditeur avait compris ce que j'avais fait. Il avait dit, c'est correct. On soumet votre texte comme ça. C'est parce que quand tu es un expert sur un sujet et qu'on t'envoie un texte à évaluer, on te donne de l'information sur ton champ de recherche. C'est extraordinaire, non? Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens honnêtes et compétents. Non, puis ça, dans les demandes de fonds aussi, c'est rare, mais c'est déjà arrivé qu'un chercheur refuse une subvention de fonds parce que lui aussi travaille sur le même sujet, puis il va être le premier à le... Pas gentil. C'est pas gentil. Entre maître et élève aussi, ou le risque du cheap labor. Hein? Les professeurs font travailler les étudiants sur leur recherche. Écoutez, je ne nommerai pas l'université. Je suis appelé pour un cas de plagiat. Okay? C'est un professeur qui est accusé d'avoir plagié les travaux de ses étudiants. Okay? Donc, on est assis, donc il y a le vice-recteur est là, moi je suis ici, il y a tout le monde autour, puis il y a le candidat qui est à l'autre bout. Et quand il intervient, il dit, écoutez, je ne savais pas que je n'avais pas le droit de faire ça. Je me tourne vers le vice-recteur et dis, en ce qui me concerne, la réunion est terminée. Voilà. Non, mais quoi? Hey, youhou! Mais j'ai connu l'inverse aussi. Et cette fois-là, ça ne me gêne pas de te dire que c'est à l'Université de Montréal. Il y avait un comité qui s'appelait le Comité d'études préliminaires des plaintes, où on analysait est-ce qu'il y avait vraiment plainte. Et là, j'ai fait fermer le comité parce que ça n'avait pas de bon sens. Un comité qui manquait d'éthique, ça prenait trop de temps pour régler. Alors, là, il y a un collègue d'un autre département qui est accusé de plagiat. OK? On vient de s'asseoir. J'ai à peine ouvert le débat que le professeur dit « Ce dont on m'accuse, je suis coupable. » Et dans ma tête, j'ai dit « Là, tu viens de sauver ta tête. C'est comme ça. On peut faire des pas comme ça. » Okay? Et ma première intervention, ça a été et vous vous êtes senti terriblement. Est-ce que je me trompe?
Alors, ce professeur-là, à mon avis, n'en plagiera jamais. Tellement. Et puis dans la cour de nos échanges, évidemment, ce qui est sorti, c'est le publié chez Barclay. C'est pour ça que, à la fin de la conférence, je vais vous dire, on peut-tu ralentir les publications? Mon rêve, qui n'arrivera jamais, c'est qu'on ferme pendant 2 ans toutes les revues, puis aucune publication. Et on lit. Parce qu'on n'a pas le temps de lire ce qui est publié. Donc, mais ça n'arrivera pas. Je rêve. Donc, il faut faire attention pour le cheap labor. Voilà. C'est la suite avec le plagiat. Le plagiat par omission de référence secondaire. Hein? Écoutez, là, ça n'arrive plus. Et pendant des années, je recevais des téléphones disant, chers collègues, est-ce que je fais un travail, puis j'ai besoin d'un article sur l'intelligence, pourriez-vous m'en donner quelques-uns? Je dis, mais vous les aurez pas lus? Ne vous inquiétez pas. Il voulait juste mettre une référence, parce que ça leur prenait une référence sur l'intelligence. C'est aussi donc ça. Le plagiat par omission de citation. J'ai oublié que c'était une citation. Oh, j'ai oublié. Hein, ça fait prendre l'auto-plagiat. Ça, c'est vicieux. Ah, j'aurais dû apporter mon texte sur le plagiat. Ça aurait été plus simple. Est-ce que je l'ai apporté? Je pense pas. Non, je ne l'ai pas apporté. Bon. Et évidemment, l'auto-plagiat inacceptable, c'est le fait que tu cites tes propres travaux en oubliant de mentionner que tu as déjà publié sur le sujet et que le paragraphe qui est là est le même que dans le texte précédent. Et je dis à mes collègues, dites-le, ça va être tellement plus simple. Un collègue m'a dit un jour, mais voyons donc, c'est pas un problème, c'est nos travaux, on a le droit de s'auto. Ben non, c'est pas si clair que ça. Donc, si vous mettez votre nom, clairement, là, il y a 3 ans, j'ai publié sur le sujet, puis là, tu mets ton nom, la date et tout, là, ben, c'est correct. C'est pas dramatique, là. Hein? Ah bon? Ça s'adresse aussi surtout aux vieux profs. Hein? Parce que on en a marre d'être original. Comme on a dit pour une forme 2, ben non, on en profite. Hein? Le plagiat oral, c'est un plagiat dont personne ne s'occupe, et je le comprends. L'enseignement, quand est-ce qu'on cite nos sources dans l'enseignement, dans les PowerPoint? C'est très rare. Enfin, peut-être que oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très facile de s'attribuer des choses alors qu'on a pris ça à l'heure. Mais bon, il n'y a personne qui a des milliards pour ça, hein, et ça n'arrivera pas non plus. Et le plagiat inconscient, ça, c'est tellement drôle. Tu as écrit quelque chose, mais tu t'en souviens pas que tu l'as écrit. Là, tu répètes la même affaire. Ça m'est arrivé il y a 3 ans. Je dis à une étudiante, écoute, je pense que je suis venu, c'est une bonne idée. C'est ça que vous avez fait ça, il y a 20 Il faut en rire, hein? Il faut en rire, parce que non, c'est vraiment. Mais c'est les choses qui arrivent. Hein? Bon, allez, un peu de sérieux quand même. Hein? À propos des références, le choix sélectif des références. Et dans la liste des références, bref, en fait, ça va ensemble. Je ne cite pas les travaux des laboratoires concurrents. C'est cheap. Hein? C'est cheap. D'accord? On est d'accord? Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Parce qu'on veut s'assurer de citer les gens qui sont susceptibles d'évaluer nos manuscrits. Même si on les a à mort. Ben, c'est une bonne nouvelle. Non, mais tu veux dire, c'est un choix sélectif quand même. On va trouver une façon de plugger tel chercheur. Oui. Mais c'est de bonne guerre. Hein? C'est de bonne guerre. C'est un choix sélectif. Oui, c'est de bonne guerre. Prévalence des fraudes graves, sciences biomédicales et de la santé, sciences dures, sciences humaines et sociales. Voilà.
ce sont les sciences biomédicales, la biologie et la médecine qui gagnent haut la main. Et les sciences humaines et sociales arrivent en tout dernier. Pourquoi? Pas parce qu'il y a moins de fraude, c'est plus difficile de les détecter. Puis il y a aussi la question de l'argent. Puis il y a plus de chercheurs en biomédical qu'en sciences humaines. Donc c'est normal dans les recherches. Mais je pense que le système, surtout américain, où beaucoup de chercheurs ont leur salaire payé de leur subvention, et évidemment le système d'évaluation auquel nous sommes tous soumis. Et puis en sciences biomédicales, c'est toujours plus bas, plus cité. Alors c'est tellement plus, entre guillemets, tentant, facile de vouloir tricher. Notre salaire en dépend, on a 3-4 ans. Le système, malheureusement, encourage cela. Oui. C'est pas juste une question d'ego, là. Non, on est d'accord là-dessus. Alors, évidemment que si c'est dans un domaine où l'impact est moins, ou même les erreurs n'ont, je dirais pas d'impact réel comme en santé, par exemple. Si j'augmente le nombre de mes opossums dans ma recherche fondamentale, peut-être que personne va s'en soucier, ça ne fera pas de différence. Si un docteur augmente le nombre de ses patientes qui travaillaient sur le cancer du sein, qui n'ont pas l'âge requis, on ne donnera pas de nom. Ouais. Ça, c'est grave. Oui, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il me reste 10 minutes, je vais en parler. Qui fraude et pourquoi? Bon, là, il y a un psychiatre qui ne s'est pas mêlé de ce qu'il regardait, a distingué le désespéré qui a une immense peur de l'échec. Bon, le perfectionniste qui, lui, pour qui tout échec est une catastrophe. Le magnifique qui pense que son intelligence supérieure se passe de confrontation à l'expérience. Puis le technicien, le sociopathe que les champs c'est rare. Et le technicien de la recherche qui ne se sentant pas contraint par l'éthique de la science et qui n'a pas conscience des conséquences de ses actions et surtout intéressé par les gratifications financières. Bon, mais c'est des, voilà, c'est des... Et qui fraude et pourquoi? Parmi les 220 cas de fraude du NIH, National Institute of Health aux États-Unis, au cours des 20 dernières années, qui fraude? 16%, c'est vous. 25%, c'est pas con. Universitaires en poste, 32%, et les professionnels de recherche, 27%. Hein? Là, on est en train actuellement de faire une recherche sur le plagiat dans une perspective socio-économique. Voyons, on a, avec un modèle, oui, d'accord. Et on observe exactement les résultats que j'avais vus avant, avec autour de 20% des étudiants qui sont prêts à plagier, augmenter. Ouais. On continue. Qui fraude et pourquoi? Des raisons liées à la nature même. La compétition, voilà, qui risque de déboucher sur la fraude, se traduit entre autres éléments par la nécessité de publier des résultats, ça vous le savez, assurer son avenir professionnel, hein, grâce à la reconnaissance de ses pairs, et le fameux publish or perish. Hein, c'est clair, ça joue tout le temps. Hein, qui détecte la fraude? Assez curieusement, non, pas assez curieusement, le processus d'évaluation par les pairs, on n'arrive pas, parce qu'on postule que si quelqu'un soumet un texte, c'est qu'il est honnête. On ne peut pas penser dans notre tête en tant que chercheur que l'autre fraude. Ça n'a comme pas de sens. Hein? Qu'un politicien fraude, ça fait du sens. C'est ça. Donc, on a bien. Donc, le processus d'évaluation par les pairs, on n'y arrive pas. Des résultats non reproductibles. Là, on commence à créer des soupçons. On n'arrive pas à reproduire les résultats. Pensez ici à la mémoire de l'eau avec les Belvélis, entre autres. Alors, quand on n'arrive pas à reproduire les résultats, et c'est ça la beauté de la chose en science, quand on découvre quelque chose de très important, il y a immédiatement d'autres laboratoires qui se garochent là-dessus pour vérifier si ça marche. Et tant mieux, c'est comme ça que ça marche. Et les sonneurs d'alerte.
Ça, c'est vous autres, les étudiants. Parce qu'à un moment donné, vous voyez un de vos collègues, professeurs ou étudiants, qui travaille tard le soir, et a des résultats de recherche qui sortent dans des revues. Donc, ce sont souvent les étudiants qui dénoncent. Et pas ça. Mais bon, c'est plate, là, parce que c'est pénible hein, pour les étudiants d'oser dénoncer. Vous avez vu le dernier cas là, de Stapel en Hollande, là, au Danemark, je sais très bien, une immense fraude. Et ce sont les étudiants qui l'ont dénoncé. Le professeur a nié longtemps, mais ils sont arrivés avec des preuves inattaquables. Alors, il a conclu qu'il était mieux d'avouer. Conséquences de la fraude, des conséquences sur le chercheur, bon. Les conséquences pour les individus, aux conséquences sociales, le financement vient de tomber. Tantôt, on l'évoquait, des produits chimiques et des médicaments peuvent menacer la santé. La fraude en pharmacie, c'est pas drôle. En éducation, les données fabriquées peuvent orienter des réformes. Est-ce que vous en avez marre des réformes en éducation? J'en ai complètement marre. C'est de la niaiserie. On peut-tu arrêter de réformer sans arrêt? Où sont les résultats? Où sont-ils? Bon, ça suffit. Des décisions politiques peuvent être basées aussi sur des recherches frauduleuses et la fraude, un encouragement aux croyances de tout acabit. Le nombre de fois que j'ai entendu des gens qui défendent le paranormal. De toute façon, en science, il n'y a rien de sûr. Bien sûr. Puis, et pour eux autres, c'est un encouragement. Là, il y a un chercheur qui a fraudé. C'est un encouragement à promouvoir leur propre croyance qui n'a aucun fondement. Hein? Ça va? En Python, disait le boa. Ah, c'est fini! OK. Je ne savais pas que c'était fini. Et voilà, c'est fini. Il y a des questions?